Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, aujourd'hui accompagnée de Tomelk. Salut. Aurore. Coucou. Et deux superbes invités de l'association L'Autre Lieu. Evelyne et June, je vous laisse vous présenter votre asso. Est-ce que la présidente veut commencer ? La présidente va commencer. Alors moi c'est Evelyne. Je suis la coprésidence de L'Autre Lieu. Donc L'Autre Lieu, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? C'est une association sexpo en dehors des normes dans le paysage culturel lillois. Notre objectif, il reste assez simple, c'est de proposer des lieux d'expression, que ce soit artistique, kinky, sexpo. On fait bien une distinction entre les trois. C'est des milieux qui se mélangent, mais qui sont aussi à la fois chacun avec leurs codes et leurs règles, qu'on essaye le plus souvent de briser. Aujourd'hui, on fait surtout de l'événementiel. On essaye très très prochainement de lancer une branche plus artistique, plus libre, histoire d'avoir une scène libre, lilloise, avec aussi un objectif d'avoir un prix qui est quand même raisonnable, parce qu'on sait que l'artistique, ça s'envole très très vite dès qu'il y a une scène, que c'est souvent encore plus cher si c'est sexpo. Donc c'est déjà un des objectifs de l'asso, c'est de rendre tout ça accessible. Et accessible, c'est déjà le prix, les conditions, les lieux. Nous, on est situé quand même, on va dire, presque dans le centre de l'île, avec notre lieu-dit, qui est la Bad Cave, qu'on fait un énorme coucou, des personnes adorables, qui nous permettent de faire des projets qui ne seraient pas possibles ailleurs. Aujourd'hui, l'asso, c'est 6 personnes. Donc, je suis avec la chargée de communication de June. Coucou. Et plusieurs membres d'association. On a Charlie qui est le coprésident, on a Kachula qui est notre trésorière, et 2 personnes de l'ombre qui ne souhaitent pas être discutées aujourd'hui. On est une association qui est vraiment extrêmement diversifiée, même au sein de notre composition. Moi, par exemple, j'ai rejoint L'Autre Lieu, mais je suis absolument pas dans tout ce qui est kinky et sexualité alternative. Je suis là pour la partie sexpo et culturelle, comme expression artistique. Et là où dans notre asso, on a des personnes qui vont être là uniquement pour la partie kinky, qui sont beaucoup plus dans ce milieu-là. Donc on essaye vraiment d'offrir des espaces de rencontre entre différents publics, d'être une porte ouverte sur un autre lieu, un lieu où toutes les sexualités ont leur place et où chacun peut s'épanouir dans ses relations et dans sa sexualité. Oui, vous êtes une asso, une toute nouvelle asso. On est une bébé asso, ouais. En sachant que l'épisode, on le fait cet été, mais il sort en septembre. Donc, on mettra évidemment tous les liens de l'asso avec potentiellement une programmation de rentrée avec plein de choses qui Là, arrivent. ouais, effectivement. Du coup, septembre, on aura eu 2 événements à notre effectif. 2 soirées jeux de société, donc ce qu'on appelle les soirées tabletop, où chacun vient comme il est. Et joue aux jeux de société. Donc comme il est, c'est qu'on peut s'habiller de manière kinky. J'ai participé à une de ces soirées, c'était très chouette. Ça m'a permis de remettre mes harnais trop souvent laissés dans mon placard. Voilà, c'est aussi un peu l'idée, c'est de permettre aux personnes qui ont un côté kinky de le sortir du placard sans que ce soit autour de la sexualité forcément, parce que ce sont vraiment des soirées jeux de société. Moi, j'ai joué au Yahtzee toute la soirée. Donc, et à côté de ça, on a des personnes qui viennent en short et tongs. Donc c'est très très chouette de rencontrer plein de personnalités différentes. Et là, normalement, à la rentrée, on n'a pas encore une programmation fixe. On aimerait bien faire une petite braderie, notamment pour permettre aux gens qui ont des expressions de genre qui changent de refaire leur garde-robe à petit prix. Et on a une soirée d'Halloween, on croise les doigts si tout va bien. On n'a pas encore la date, mais c'est un projet qui nous tient à cœur, qui devrait arriver. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, du coup, pour être tenu informé des différentes dates. Trop chouette.
Et Evelyne, on reconnaît peut-être ta voix dans le podcast puisque je te connais, on s'était rencontrés à des soirées Munch back in the days. Oui. Il y a déjà une année ou deux. Et je t'avais interviewé avec ton amoureuse pour parler de votre schéma relationnel dans l'épisode Communiquer facile à dire. Voilà, de juillet il y a 2 ans. Vous le remettra aussi en lien si ça vous intéresse. Oui. Effectivement, ça fait un moment, mais... Ça fait effectivement un moment, mais aussi ma présence dans la communauté, elle date pas du début de l'association, hein, il y a déjà du passif. Effectivement, l'asso a 2 events au moment où vous entendrez cet épisode, mais l'asso a une histoire avant d'être créée. C'est-à-dire que elle vient pas de n'importe où, elle vient pas de n'importe quoi. C'est-à-dire que l'asso existait sous une forme différente du temps où j'étais encore dans Why Not. Why Not, une asso de cordes. C'est mais ça. Je propose qu'on tease cette discussion et qu'on en reparle juste après, puisque là, tout le monde se demande, alors que non, les personnes ont le titre, mais de quoi parle cet épisode pour lequel on vous a invité. Et donc, bon, pour l'instant, on l'a nommé le poids de la norme. Voilà. Et on a une question introductive pour rentrer dans le sujet après ces présentations. Aurore, quel est-il ? Alors, quel préjugé tenace. Oui, voilà. Je ne sais plus quel verbe je voulais utiliser, mais quel préjugé tenace vous a freiné jusque tard ou que vous avez mis du temps à débunker, j'aime pas dire ça, mais dépasser, voilà, c'est très bien dépasser. Est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question introductive ? Moi, j'en ai une, et c'est assez récent. Mais moi, j'avais le préjugé qu'être une femme moderne à notre époque, c'était avoir une sexualité débridée. Et en fait, non, ça peut aussi être ne pas avoir de sexualité et qui fait d'autres manières que sexuellement. Même parce que moi, du coup, pour le contexte, je suis dans un couple hétérosexuel très normie, très lambda, et je me suis découvert asexuelle très tard. Et du coup, justement parce que je me forçais en fait à être dans cette image de la féministe qui a des aventures, qui a une vie sexuelle épanouie, qui va voir à gauche à droite, alors que non, parfois avoir une vie sexuelle épanouie, c'est ne rien faire. Voilà. Trop bien, merci. Quelqu'un d'autre a une réponse ? Moi, je peux en parler en termes de vécu. Au niveau des normes et autres choses qui auraient pu nous bloquer. Et là, c'est purement local. Hein. C'est que pendant des années, Lille avait une très mauvaise réputation sur tout ce qui était sexpo. Quelque chose qui lui collait à la peau depuis bien des années, hein, bien avant moi, bien avant toutes les associations qu'il y a actuellement. C'est un truc qui lui a collé énormément à la peau, notamment parce qu'en fait, Lille est coincée entre 2 influences sexpo totalement différentes qui sont celles de la Belgique et celles de Paris. Alors, on va pas se mentir, hein, Belgique, c'est beaucoup plus BDSM, Paris, c'est du libertinage en majorité. Et ces 2 milieux qui, mal mélangés, provoque des situations un peu compliquées. Et on m'avait dit, quand je suis arrivé sur l'île il y a passé 7 ans, c'est pas possible de faire quelque chose de sain et de constructif sur l'île. Il y a toujours des batailles d'ego, il y a toujours des soucis, il y a des gens qui sont pas intéressés. Et qui réunissent ces plusieurs courants, mais qui a un enjeu aussi français, j'ai l'impression. Oui. On disait que les anglo-saxons, ils disent kinky pour dire... potentiellement un peu tout, alors que les Français, c'est très clair de t'es dans le BDSM ou t'es dans le libertinage ou t'es dans ci ou t'es dans le courant les sexo. Français et les cases. Oui. Et c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'en soi, ça résume bien une situation qui est, dans laquelle est les courants sexpo aujourd'hui. Elles s'enferment d'elles-mêmes fréquemment dans des cases, dans des idées préconçues qui les bloquent. Nous, on nous avait dit, alors je parle pas de l'autre lieu, hein, mais bien avant encore, c'est pas possible de faire des événements où les gens juste vont discuter, où ils vont vraiment parler de sexualité librement, où ils vont pouvoir s'exprimer. C'est pas possible. Les gens, ça a marché 1 fois, 2 fois, ils vont plus revenir. Bon, ça fait 7 ans, ça fait 5 ans que je fais des events, on y est encore. Donc, c'est qu'il y a une possibilité d'échange et d'évolution.
Mais il faut avoir une volonté. Il faut avoir une volonté. Et de ce que j'ai pu comprendre, de ce que tu remontais, c'est que trouver des communautés sexpo, c'est compliqué. Trouver les bonnes, c'est encore plus. Là où il n'y a pas de bataille d'ego et on peut vraiment parler. Aujourd'hui, ça existe. C'est ça. Donc, ça prouve qu'on peut casser des préjugés. J'aime bien ce livre d'histoire sur la sexualité de Lille. Trop bien. Surtout qu'à force que je clame le mot sexpo dans tous les épisodes de ce podcast, c'est chouette d'avoir enfin un vis-à-vis. J'ai l'impression d'avoir fait de la sorcellerie. Là, j'ai dit sexpo. Jusqu'à temps que... Est-ce qu'on peut donner c'est sexpositif Oui, c'est le courant sexpositif. Peut-être qu'il faut l'expliquer directement, comme ça on sait de quoi on parle. Tout à fait. Et en soi, nous, on se revendique sexpo, mais on se revendique pas d'un courant sexpo. Et parce que pareil, c'est bien de se dire sexe positif, mais si tout de suite on s'enferme dans une case, on est sexpo mais BDSM, ok, bon bah déjà tu te retires une énorme partie de gens qui pourraient discuter, parler de leurs avis, de leurs envies. Ouais, non, nous du coup sexpo pour nous, ce que ça veut dire, c'est vraiment que chacun a le droit de s'épanouir dans sa sexualité, peu importe la dite sexualité, que ce soit 100% vanilla. Donc, loin de tout ce qui est BDSM, kinky et compagnie, ou alors le kinky. Moi, personnellement, j'ai découvert, du coup, via aussi l'autre lieu, que le kinky, c'est un sacré arbre avec des milliers de branches, mais que voilà, toutes les sexualités, tant que c'est consensuel et consenti, sont légitimes et sont positives. Tant que chacun kiffe, c'est le principal. Donc, c'est plutôt comme ça que nous, on va définir, du coup, notre vision du sexpo. Oui. Merci. Et en soi, on a notre prisme de vue. Hein. Moi, je vous raconte de ce que j'ai eu comme écho pendant des années. Et effectivement, c'est pas une vérité absolue. C'est pas, j'ai pas été dans toutes les sphères lilloises. J'en ai vu beaucoup, j'en ai discuté avec beaucoup, mais c'est pas une vérité absolue non plus. Hein. Mais c'est effectivement quelque chose que nous, on a pu percevoir du temps de Why Not et de l'autre lieu. Aurore, Tomelk, des préjugés tenaces. Du coup, peut-être moins intéressant, mais du coup, je vais faire rapide. Parce que c'est pas une expérience que j'ai vécue moi-même, mais c'est que depuis longtemps, j'ai une vision assez négative des relations avec un grand écart d'âge entre les personnes, parce que je vois tout de suite la relation de pouvoir, la symétrie, et donc tout ce qui peut s'en suivre. Et récemment, en fait, je suis allé à un mariage entre deux personnes qui ont en effet une quinzaine d'années de différence, et j'ai trouvé que, enfin, là, de ce que j'ai ressenti, j'avais l'impression que tout était plutôt sain. Du coup, voilà, ça me fait réfléchir un peu là-dessus. Mais moi, je me permets de rebondir. Est-ce que ça te gênait du fait de ton éducation, de l'environnement dans lequel que tu as évolué ? Est-ce que c'est peut-être un héritage chrétien comme on a pu en avoir dans la société française pendant des années, ou catholique, qui t'a fait dire les relations avec une différence d'âge, c'est pas ouf parce que le mariage, c'est un but procréatif, ce genre de choses, non ? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt sur l'asymétrie de position potentielle entre les deux personnes, et du coup, je vois directement le risque en termes de domination de l'un sur l'autre, mais même sans que ce soit conscient et volontaire, quoi. Mais voilà, je vois plus le risque d'un écart d'âge plutôt que ce que ça peut apporter ou l'équilibre qui peut se créer entre deux personnes. Et du coup, voilà, je suis en réflexion là-dessus, on va dire. Mais en vrai, j'ai vécu quelque chose de similaire, où pareil, j'avais un gros préjugé sur les personnes qui avaient un gros écart d'âge, et surtout que généralement, c'est l'homme qui est plus âgé que la femme, dans les couples hétéros en tout cas. Et j'ai rencontré un couple où il y a une grosse différence d'âge, en fait, et pareil, ça a l'air très équilibré dans leur rapport. Je me dis que du coup, note au l'écart d'âge. C'est que le couple peut être de manière systémique un espace de violence, et on peut se dire qu'il y a des choses qui vont agrandir cette violence. Après, ça ne veut pas dire que dans les faits et dans les situations vécues de deux individus, c'est le cas. Ça n'empêche pas d'être vigilant, mais faut rester ouvert d'esprit, du coup. Ouais, c'est pas faire de règles générales, en fait, c'est plutôt de dire qu'il faut contextualiser et que... c'est pas forcément... les risques se réalisent pas. Je pense que c'est un préjugé qui est assez partagé, donc c'est intéressant d'en discuter. Peut-être. Non, mais en soi, c'est pas plus mal d'en discuter, parce qu'on est dans une société de la médiatisation du pire. C'est-à-dire que c'est souvent ce qui est le plus horrible, le plus abject qui remonte. Si on partage pas les retours positifs de
qu'on a autour de nous, des expériences vécues ou d'expériences vécues par des proches, forcément, on n'avance pas, en fait. On déconstruit rien. On y arrive avec mon intro sur le poids de la norme. Aurore, est-ce que tu as un préjugé tenace ? Non, vraiment, j'ai pas de... J'ai posé la question, mais disons que juste dernièrement, des fois, on peut avoir on est dans une situation où il y a toujours des petites voix un peu automatiques qui viennent, et je pense qu'avec le temps, j'apprends à me dire, mais en fait, il y a vraiment pas de... Il n'y a pas de règles, quoi. Il y a pas de... Pour se rassurer, on essaie de se construire une histoire sur comment les choses fonctionnent, et avec le temps, il faut dire, en fait, non, on s'en fout. Il n'y a pas de règles sur comment les choses doivent se passer ou comment elles doivent être... Et apprendre à rayer mentalement, à barrer les voix un peu automatiques qui viennent. Okay. Voilà. Merci. Et de mon côté, en fait, je vais vous en parler dans l'intro, mais un préjugé tenace à mon encontre, j'ai l'impression, qui est fort pour moi, c'est le fait que être bi et polyamoureuse, ça fait de moi une femme qui ne cherche pas d'engagement. Ce qui est d'autant plus difficile pour moi que je suis une femme hyper engagée, et vous le savez en écoutant le podcast, dans mes amitiés, dans mes relations, et que du coup, j'ai l'impression qu'on m'efface des choses où je suis là, mais c'est tellement pas moi, quoi. Quasi, je pense que parfois, je peux faire preuve de trop d'engagement, et que ça a pu, on a parlé dans ces épisodes, amener aussi à du sacrifice, quoi. Donc, c'est d'autant plus absurde que quasi mon problème est inverse s'il devait y avoir un enjeu. Mais je vais vous en parler dans mon intro. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui a rien à voir, mais vous allez voir, ça a un lien. C'est qu'il y a 9 ans, je suis devenue végane. Donc, je suis devenue végane, et le poids de la norme omnivore, donc de manger de tout, des produits animaux, des produits végétaux, était très forte il y a 9 ans. Dès que je mentionnais que j'étais végane, on me posait souvent des questions pièges. J'avais majoritairement des réactions de rejet et d'incompréhension. Et en 9 ans, j'ai remarqué que le poids de la norme avait baissé. On est toujours une extrême minorité de personnes à être véganes en France. Ça ne veut pas dire que la norme s'est inversée, loin de là, mais juste elle pèse moins fort. Et je rigole souvent que là où il y a 9 ans, on me posait des questions pièges, il y avait de l'incompréhension en face, de l'agressivité possible. Aujourd'hui, quand je dis que je suis végane, les réactions, c'est plutôt « je pourrais pas, mais… » j'ai réduit ma consommation, je mange plus de viande rouge, j'essaye d'avoir plus de repas végétariens. Enfin voilà, donc on voit vraiment la différence. Donc on en vient à un autre sujet. Depuis quelques années, je suis polyamoureuse, et je me sens comme je me sentais il y a 9 ans en étant végane. Je reçois beaucoup de réactions de rejet, d'incompréhension, de personnes qui me disent toujours une variante de « Ah, mais… » être avec une personne, c'est déjà tellement de travail. Comment est-ce que c'est possible d'en avoir 2 ? Moi, je pourrais pas. Et où il n'y a pas de mais à cette phrase, quoi. Il n'y a pas du ah, je pourrais pas, mais c'est super, ou je sais pas. Bon, bref. J'ai l'impression de faire un coming out chaque fois que je dis que j'ai 2 amoureux à 2 nouvelles personnes. Bon, j'ai écrit cette intro il y a 2 semaines. Depuis, un amoureux m'a quitté, mais c'est pas le point de cette intro. Donc... Désolée. Ouais, merci. Au moment où l'épisode sort, ça fait 2 mois. Et... Oui, c'est bon, tout va bien. Peut-être que j'ai de nouveau un amoureux, une amoureuse. Peut-être que t'en as 3. Peut-être. Tout est possible. Donc, ça renforce en plus des discriminations sexistes et biphobes à mon égard. Donc, c'est ce que je disais avant, en faisant de moi une F 2.0, encore plus tentatrice, puisque je peux coucher avec tout le monde, et qu'apparemment, j'ai pas de compas moral, parce que dans tout ce chaos, je peux aussi voler des maris, des épouses. Enfin, voilà. Donc, voilà. Quand on vient me parler de polyamour, c'est souvent dans la confidence plutôt que dans l'espace public. Je vous raconte ça pour enfoncer une porte ouverte. Quand une norme pèse lourd, c'est difficile d'en sortir, et ça rend globalement difficile de choisir de manière libre ce qu'on veut pour soi. Ça demande d'avoir une certaine personnalité et un certain goût de l'aventure et de l'adversité, et ou de subir des discriminations comme celle de notre orientation sexuelle, par exemple, qui oblige à se situer en dehors de la norme dans tous les cas. Même si, petite remarque en passant, j'observe que ces discriminations peuvent aussi renforcer des normes, par exemple celle d'une conjugalité exclusive et long terme quand on est une personne LGBT, pour prouver qu'on est sérieux, qu'on est une personne qui s'engage. Voilà, donc c'est aussi quelque chose que j'ai pu voir.
J'aimerais donc discuter avec vous du poids des normes et des outils qu'on peut mettre en place pour réduire le poids de cette norme, et notamment en créant de la représentation, en offrant des ressources. Donc on a déjà commencé à en parler, avec l'idée très bisoudrome friendly que se poser des questions et ouvrir les possibles, c'est aussi donner la liberté à chacune de choisir ce qui est bon pour elle ou lui, que ce soit au final quelque chose qui corresponde à la norme ou pas. Je ne dis pas que tout le monde doit être polyamoureux, mais que ce serait bien de pouvoir le choisir si on souhaite, par exemple. J'ai très envie de rebondir sur ton expérience. Vas-y. Parce que je suis bi et que j'ai été en polycule pendant un certain temps. Mais pour replacer le contexte, en fait, j'avais rencontré un gars avec qui je me suis mis en relation et moi, je suis très, très ouverte sur le fait que je suis bi. C'est quelque chose que je claque directement dans les conversations quand je date, pour être sûre que la personne en face de moi ne me lâche pas des bails biphobes, ou alors qu'il me les lâche dès le début et que je puisse faire demi-tour. Il m'a rien lâché de biphobe, du coup je me suis dit ok, on tente, jusqu'au jour où dans la voiture il me dit ouais, mais toi du coup comment ça se passe la bisexualité, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu auras envie de fréquenter des femmes? Et je fais bah non, je suis peut-être bi mais je suis fidèle en fait. Donc non, moi là comme ça, si on est en relation exclusive, il n'y a pas de souci, on sera en relation exclusive. Les personnes hétéros trompent tout autant leurs compagnons ou leurs compagnes que les personnes bi. Donc non. Et il fait d'accord. Et sur le moment, il avait l'air déçu. Et je tombe un peu bizarre, mais bref, passons. Et une semaine plus tard, il me demande si ça me dérange qu'on mette une femme en plus dans le pellicule. Du coup, je suis en mode avait bien envie, lui, d'une femme en plus. ouais, c'est ça. Et il se C'est trouve l'opportunité, quoi. ouais, lui, il a vraiment vu l'opportunité. Moi, sur le moment, en plus de ça, j'étais amoureuse, donc j'ai pas fait attention. La femme qu'il a introduite dans le pellicule était vraiment très chouette. Avec le recul, elle me manque lui pas du tout. Elle était vraiment mieux que lui, mais j'étais un peu en mode, ok, en fait, c'est ton fantasme à toi, cette infidélité inhérente à la bisexualité. Donc, comme Oui, quoi. puis infidélité avec une femme. Oui, voilà, c'est ça. quand même. Oui, parce que Y a pas de bizarrement, concurrent, quand j'ai bah, commencé à vouloir, à flirter un peu avec un gars, là, il était plus du tout d'accord. Mais voilà, ça, c'est mon expérience du polyamour. Je sais que c'est pas du tout le cas dans la plupart des polycules. C'est un préjugé croisé, parce que des fois, on m'a aussi dit que vu que je suis bi, je dois forcément être polyamoureuse, parce que comment je peux faire si j'ai pas une amoureuse et un amoureux? Du coup, quand je disais que j'avais 2 amoureux, là, les gens étaient complètement perdus. Ils étaient là, alors là, ça rentre plus du tout dans nos schémas. Donc voilà, on voit Pourquoi tu t'infliges ça? donc voilà, et je vous propose qu'on commence avec la rubrique de Tomel. Est-ce qu'on a inventé l'eau tiède? Est-ce qu'on invente 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 l'eau tiède? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, parfois, dans ce podcast, je parle en tant que l'homme autour de cette table. Là, je vais parler en tant qu'homme débutant, parce que on parle de sexe, de mouvements sexpo, d'associations sexpo. Lélina t'en parlait dans plusieurs épisodes, tu l'as déjà évoqué. Mais moi, à part ce que tu en évoquais, toi, j'en en connaissais pas grand-chose. Je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs du podcast. Du coup, je me mets à votre place avec vous aujourd'hui et j'ai fait quelques recherches. Et donc, le but, je suis absolument pas spécialiste, mais c'est de poser quelques bases, quelques définitions, de revenir un peu sur l'histoire du mouvement sexpo et d'où ça vient, en fait, de quelle conception féministe et de quel débat historique, et puis d'en discuter avec vous. Et puis voilà, comme je l'ai dit, je suis pas du tout spécialiste, donc n'hésitez pas à compléter, à rebondir, à contredire si besoin. Du coup, ce que j'ai trouvé, oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que au moment où on a parlé de cet épisode, j'étais j'avais sur ma table de chevet, et pas encore ouvert, mais ça allait bientôt être le cas, un livre, un essai de Clara Serra qui s'appelle La doctrine du consentement. Et du coup, ça m'a permis de commencer à le lire, et je suis tombé exactement sur des passages qui m'intéressaient pour cet épisode. Donc en fait, là, ce que je vais vous raconter là, c'est ce que j'ai trouvé en partie dans cet essai, et qui correspond, je trouve, bien à l'idée que je me fais de la manière dont devraient être les choses et dont on peut penser les choses. Du coup, le mouvement sexpo. Donc, on est 20 ans après le mouvement de libération sexuelle, années 60-70. C'est bon, les gens baisent.
Voilà. Histoire de Là, l'humanité. globalement, c'est bon, c'est clair, c'est dit, on le sait. Les bébés viennent pas avec des cigognes, enfin, bref, et pas que. Donc, on a un mouvement féministe qui est quand même assez vivace, et là va émerger un débat qui est appelé aujourd'hui les sex wars, et qui se déroule surtout aux États-Unis en fait entre deux courants féministes. Et qui se cristallise autour de plusieurs éléments, mais notamment de lois et de débats autour de l'interdiction de la pornographie et aussi de débats autour de la prostitution et donc du travail du sexe, globalement travail du sexe. Et puis d'autres sujets sur des pratiques BDSM, etc. Mais c'est surtout là autour de la pornographie et de la prostitution. Il y a un premier courant qui est le courant des féministes dites radicales ou autrement appelées abolitionnistes, avec comme championne Catherine McKinnon, qui est une philosophe donc américaine, et Andrea Dworkin, qui est aussi une penseuse américaine de ce courant, qui s'oppose en fait assez fortement à la pornographie. Et en fait, vous verrez qu'entre les deux courants, il y a une vision diamétralement opposée du consentement, en fait, qui est au cœur du débat, au-delà des pratiques en tant que telles. Parce que pour les féministes radicales ou abolitionnistes, en fait, le consentement dans une société patriarcale, hétéronormative, n'est pas possible. En fait, elles sont très suspicieuses vis-à-vis de la possibilité d'un véritable consentement. Je cite Catherine McKinnon qui dit « Quand le sexe est défini comme ce que les hommes font aux femmes, alors la liberté sexuelle signifie pour les femmes la liberté d'être dominée. » Donc ça pose le cadre. On peut mettre tous les garde-fous qu'on veut, prendre toutes les précautions. En fait, in fine, le consentement dans une relation entre un homme et une femme, il s'inscrit dans une relation de domination, donc il n'est pas possible ou bien très 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 difficilement possible. Globalement. Et donc, elles sont pour l'abolition de la pornographie, de la prostitution, parce que en fait, ce sont que des relations où en fait les femmes seraient pour elles violées et où elles auraient des relations en fait contre leur volonté. Enfin, pas tant contre leur volonté, mais contre leur volonté profonde. Je sais pas comment le dire, mais en fait, le consentement pour elles, c'est un faux choix. Donc voilà, on a d'un côté ces féministes radicales et de l'autre côté un autre courant qui s'inscrit en plus sociologiquement plus dans les mouvements queer, dans toutes les minorités sexuelles de genre, qui va être le féminisme pro-sexe. Dont vous avez déjà parlé rapidement en début d'épisode, qui considère, comme tu l'as dit, June, que toute pratique consentie est légitime, que la sexualité est positive, c'est un terrain d'expérimentation, d'exploration de son propre corps, de ses propres pensées, de ses propres sensations, et dans la relation avec l'autre, de sensations partagées, etc. Avec au cœur la notion de consentement. C'est aussi lié c'est une philosophie qui considère aussi qu'il faut considérer les humains adultes comme ayant un libre arbitre et comme étant responsables et donc on leur fait confiance quand ils ou elles disent consentir ou en tout cas s'inscrire dans telle ou telle pratique, et on prend au sérieux en fait leur expérience et leur ressenti. Après c'est le risque, c'est d'avoir une vision un peu naïve et de ne pas tenir compte des systèmes de domination quels qu'ils soient, mais le mouvement a ensuite évolué aussi, il faut le dire, pour prendre en compte tout l'apport des philosophies intersectionnelles et tous les systèmes de domination qui peuvent justement avoir des effets dans les relations entre personnes. Donc voilà, on a un mouvement qui s'inspire de philosophies post-structuralistes, j'emploie les grands mots, comme celle de Foucault, comme Judith Butler, et du mouvement queer, un mouvement qui va valoriser aussi toutes les dissidences sexuelles, donc toutes les pratiques dites dissidentes ou marginales. J'ai déjà cité le BDSM, on peut... vous pouvez peut-être m'aider. Les pratiques kinky,
Soit la dissidence sexuelle, c'est tout ce qui va sortir de l'hétéronormativité. Hein. Ouais. Oui, même l'homosexualité en fait. L'homosexualité en soi est dissidente, le polyamour. Le polyamour, exactement, ouais. Et à l'intérieur, même, je sais pas, de la sexualité tantrique. Bah ouais, voilà. Dissidente, quoi. La sexualité est dissidente. Oui, exactement. Donc, la pour les... la A privatif. Donc, les sexualités dissidentes, c'est tellement large. Je suis sûre que vous qui nous écoutez, dans certains aspects de votre sexualité, vous avez un côté dissident. Ou alors, vraiment, vous rentrez dans des codes qui sont vraiment très, très, très stricts. Tu fais l'amour seulement quand t'ovules, quoi. Ouais, voilà. En missionnaire. Des petits bébés. La levrette est dissidente. Et si elle est claquée, alors là, Voilà. elle est ultra dissidente, quoi. Mais- Déjà du BDSM. Mais surtout, ça pose une question de qu'est-ce qu'on met dans la sexualité, déjà, Mhm. pour la Mhm. déclarer dissidente. clair. Est-ce que le shibari, c'est de la sexualité? Ouais. Donc Alors, les cordes, le fait d'être attaché Voilà, avec des c'est cordes. ça, l'art japonais de l'encordement. C'est déjà ça aussi, c'est déjà se poser qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on accepte, qui en est ou pas. Alors déjà, je vous dis, dans le shibari, c'est une question qui n'est pas répondue. En soi, même l'interrogation de base qui a été posée initialement sur la pornographie et ça, c'est des choses qui ne sont pas encore... On n'a pas encore décidé aujourd'hui, y compris dans les milieux sexpo. Il y a des milieux sexpo qui sont ouvertement contre tout ce qui est pornographie, tout ce qui est TDS, donc travailleurs et travailleuses du sexe. Alors, on a directement opposé, on est pour le travail, pour les TDS, sex work, still works. On est évidemment pour la pornographie, parce qu'il y en a des gens qui en vivent réellement. Mhm. Il y a des... Effectivement, tant que ça respecte forcément le censure consensuel, on s'entend, mais en soi, c'est des débats qu'on a encore aujourd'hui, et que je vais pas mentir qu'il y a un camp qui est un peu... on va pas se mentir, le camp abolitionniste n'est plus trop en phase avec le monde où on vit. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y a 50 ans, on n'était pas une majorité queer. On avait encore du mal à comprendre tout ça, à mettre des mots sur tout. Aujourd'hui, quand même, on en est beaucoup plus loin. Mais comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des croisements, que là, on parle de ces deux premiers mouvements binaires, enfin opposés en tout cas, où il y a l'un et l'autre, même si la réalité des gens, c'est pas ça, mais c'est deux courants. Ouais. Et que là, comme tu dis, on peut avoir un courant sexpo, on se dirait, ça c'est plutôt côté pro-sexe, mais qui après est contre la prostitution et le travail du sexe, donc plutôt radical, abolitionniste. Donc en fait, il y a aussi des choses qui se remélangent et qui ont des comme à côté de ça, je sais qu'il y a un mouvement, je crois que c'est le féminisme matériel. Oui, matérialiste, ouais. Matérialiste, où ils considèrent que tout rapport sexuel, c'est du travail du sexe. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai découvert ça en écoutant, J'ai plus compris en regardant une vidéo Twitch hier. Je vous la mettrai de Et si c'était faux, qui est une femme qui, Léa Chou, qui travaille sur la question de l'influence et tout, et voilà, qui est féministe matérialiste. Et on vous mettra un lien pour un article qui dit pour chaque type de féminisme quels sont l'enjeu, le combat, contre quoi on se bat particulièrement. Ça peut être le patriarcat, ça peut être le couple, et du coup, les féministes matérialistes, c'est le couple, ça peut être le capitalisme. Enfin, voilà, il y a plusieurs... il y a plusieurs... et du coup, tout ça, ça sous-tend aussi c'est hyper complexe, les formes de féminisme moderne. Mais je te propose, Thomelk, de continuer sur cette histoire de... je voulais juste rebondir sur la question des courants qui s'entremêlent, en fait, et des positions qui sont pas si binaires. Parce que, en fait, donc Clara Serra, dans la doctrine du consentement, arrive à montrer qu'il y a un paradoxe auquel ont été menés les féministes abolitionnistes et que moi, j'avais pas vu du tout. En fait, c'est certaines réglementations, notamment aux États-Unis, ou dans certains collèges, certaines facs. Après, voilà, des événements de type VSS très, très graves. On a imposé un consentement verbal et même très très poussé qui devait être recueilli avant tout acte, mais alors après comment on définit l'acte, voilà, et qu'en fait Clara Serra, ce qu'elle dit, c'est que
intuitivement comme ça, on pourrait se dire, en fait, ça c'est plutôt issu du féminisme pro-sexe avec le consentement enceinte, mais en fait, c'est plutôt une conséquence des raisonnements, d'une coalition entre féministes radicales abolitionnistes, qui étaient plutôt à gauche, plutôt à gauche à la base, pas toutes maintenant, mais bon, bref, mais qui est d'un certain de mouvement un peu puritain conservateur américain, qui en fait convergent avec d'un côté, donc pour les mouvements un peu puritains conservateurs, une absence de reconnaissance de la parole des femmes notamment et de leur autonomie en tant que sujet, capable de dire ce qui est bon pour elles ou ce qui n'est pas bon pour elles. Et de l'autre côté, cette vision du consentement qui n'est pas possible dans un système de domination qui est la société patriarcale et les relations hommes-femmes, le couple ou autre toute forme de relation, mais voilà, relation de domination, qui pousse à repousser toujours plus loin la manière dont on va aller rechercher le consentement, etc. Quitte à aller vers des choses qui finalement sont jamais satisfaisantes, quoi. Parce que ce que finit par dire McKinnon, c'est qu'elle critique ces réglementations-là en disant ouais, en fait, finalement, avant, les hommes n'avaient qu'à s'assurer que les femmes ne disent pas non, en mettant en place un certain nombre de stratagèmes. Maintenant, il faut juste qu'ils les persuadent de dire oui. Et donc, en fait, on n'en sort jamais. Et pour moi, c'était un paradoxe que je trouvais intéressant. Alors après, voilà, raisonnement à pas mettre entre toutes les mains. C'est sûr. Non, mais ouais, clairement. Non, mais faut faire attention à ça. C'est vrai que c'est intéressant, ouais. Mais ouais. Moi, surtout, ça me fait réagir dans le sens où on est dans des situations hommes-femmes très hétéronormées. Ouais. Et la réflexion qu'elles se font, c'est de dire on va imposer cette norme qui est une norme pour les couples hétéros à tout le monde. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on y réimpose de l'hétéronormage dans les milieux queer. C'est-à-dire... en fait, surtout, quid des milieux queer, ça veut dire qu'il n'y a que les personnes hétéros qui sont touchées par cette réglementation. Et les personnes bi, elles font comment? Et les personnes non-binaires, elles font comment? Les personnes trans... ça ouvre un débat et c'est le problème de tout ce qui est procédural de toute façon. Mais ça ouvre un débat de OK, qui est réellement impacté, dans quelle situation, dans quel rapport de force. C'est trop, la vision est trop simpliste pour la réalité. Ouais, en fait. je suis d'accord. Et justement, j'allais rebondir sur d'autres documents que j'ai vus, des reportages que j'ai regardés un peu sur le mouvement Sexpo. Et je trouvais ça intéressant parce que la plupart du temps, donc après vous pourrez nous en parler, mais les événements qui impliquent des relations sexuelles commencent par des ateliers où on apprend à se dire non, on pose les règles un peu de consentement. Et tout ne passe pas par un accord un peu contractuel, bébête, comme on peut voir. Mais par exemple, j'avais vu des trucs intéressants comme on apprend à rediriger la main. Ouais. Et ça, je trouve ça... je connaissais pas forcément ces pratiques, je trouve ça vachement intéressant comme exercice, en fait. Totalement. Je sais pas si toi, tu... Oui, je pourrais en réagir. En soi, on part du principe, étant que le BDSM fait partie du Sexpo, le BDSM avait quelque chose comme ça décrit, c'est le contrat BDSM. Alors... ça, c'est un gros truc. C'est un énorme tableau de 5 pages recto-verso que le maître ou maîtresse fait signer à son soumis ou soumise qui déclare l'intégralité des pratiques ou non et dans quelles conditions et avec consentement ou non qu'elle peut pratiquer dessus. Et j'ai toujours trouvé ça horrible. Je l'ai vu, ce tableau, et j'ai eu une relation où ma personne en couple me le réclamait, mais je l'ai toujours trouvé très très horrible. Je trouve que alors déjà c'est un jeu l'amour ahurissant, et alors qu'on rappelle que le consentement peut être sexy. oui, alors déjà oui. Et alors déjà oui, pour moi c'est un tue l'amour, et là où je voulais en venir, c'est que j'ai pas fait les efforts d'avoir une sexualité plus ouverte, de me repenser en tant qu'être humain, savoir où je me situais, sur quel spectre de la sexualité, du genre où j'étais, pour commencer à remplir des tableaux. Ce que j'aime vraiment avec
l'idée Sexpo et ce qui m'avait hyper attirée, que j'ai jamais vécu dans ce contexte-là, dans le fait d'entrer dans un groupe Sexpo, c'était cette manière, et on en a parlé, très pratique de vivre le consentement, où j'ai vu un autre réel hier ces derniers temps. Bon, voilà, j'ai beaucoup consommé des vidéos qui disaient que en fait on n'apprenait pas aux gens à dire non et à exprimer globalement du refus dans leur vie, parce que on te dit bah non, il faut être surtout des femmes, faut être poli et tout, et que déjà tout ça est une entrave au consentement, parce que même si tu sais que tu peux dire non, encore faut-il vraiment le faire, et que du coup faire des exercices pratiques où tu apprends à dire non, où on te propose vraiment de dire non régulièrement, de rediriger, de faire des choses. Tu l'expérimentes en fait, parce qu'à un moment donné, à l'avoir dans sa tête, c'est comme avoir dans sa tête manger 5 fruits et légumes par jour, tu vois, ou avoir un contrat, c'est comme faire un plan je sais pas, personnalisé, voilà. Après, ça peut être un outil aussi. Oui, je dis pas que, mais c'est pas. Mais il manque peut-être pour moi d'incarnation, quoi. Ça rend la chose moins intimidante aussi, parce que notamment quand on est une femme, parfois dire non, ça fait peur. Parce que c'est quoi les conséquences si je dis non ? Est-ce que mon non, il va être respecté ? Ou est-ce que je vais dire non et on va pas m'écouter ? Donc, c'est aussi important à réapprendre aux femmes à dire non par des mots, par des gestes, par des regards. Il y a plein de façons de dire non. Mais dans tous les cas, il faut réapprendre à le dire et à ne plus avoir peur de le dire. Et c'est aussi pour ça nous, à l'autre lieu, on crée des espaces où les gens ne doivent pas avoir peur de dire non. C'est vraiment notre préoccupation principale, c'est que chacun, chacune se sente suffisamment en sécurité pour dire non ou pour dire oui. Mais qu'en tout cas, qu'ils savent que si jamais ils disent non, il y aura aucune conséquence derrière, quoi. Mais peut-être aussi apprendre à recevoir le non. Oui. Et puis même en tant que fille, même moi, un non, ça fait peur. Enfin, pas forcément dans la sécurité, mais en général... Ah oui, c'est un vrai enjeu des deux côtés. Moi, je sais que j'ai du mal à recevoir le non comme à le donner dans des... Enfin, voilà, après... Et même si on a fait un travail, par exemple, et on en a déjà parlé sur la sexualité, où évidemment, je vais pas pleurer parce que quelqu'un me refuse de la sexualité, que je vais faire attention à qui je suis et tout, ça veut pas dire que c'est toujours facile, en fait, de dire comme de recevoir. Moi, si on me dit non, je souris, je dis pas de problème, et puis après, je vais m'enterrer dans un trou. Parce que c'est effectivement très dur à vivre de recevoir le non. Enfin, il y a aussi une certaine performance où on se dit, en fait, le travail, il est plus sans fond, parce que performer le fait de recevoir le non, c'est peut-être pas mal dans la violence, enfin, c'est pas mal dans la violence que ça évite, mais c'est peut-être pas complètement satisfaisant, quoi. Ouais. Mais un peu toujours dans l'idée en général, aussi savoir qu'un non, c'est pas non à tout. C'est pas non à la relation, ça c'est non très à la relation. Dire non, c'est dire oui et à la aussi relation. qu'on peut rentrer en dialogue avec l'autre et pas sans chercher à manipuler pour quand même avoir un oui. Mais je trouve que le problème, c'est aussi Ok, elle va dire non, alors comment je peux me démerder pour que il ou elle dise oui, et peut-être essayer de dire, j'ai l'impression qu'en étant dans ce je vais apprendre à dire non, on n'est pas tellement à apprendre à dialoguer, mais un peu être chacun dans son je demande non, ok, alors je vais demander à quelqu'un. Enfin, c'est un peu alors que, effectivement, ça peut être non, je ne veux pas de relation sexuelle là ce soir. Par contre, vas-y, viens, on boit un verre, et peut-être que dans quelques soirées, je te dirai oui. Ouais. Donc, c'est ça aussi, le non, c'est pas forcément quelque chose de définitif. Je pense que et ça, je crois que ça doit être quelque chose qui est très ancré dans notre société, c'est non ou c'est oui. Ouais. Ça peut pas être non plus tard. Non autre chose. Non autre chose. Ou peut-être, je sais pas encore. Ouais, ou... On verra. Ou non, laisse-moi réfléchir, ou non, on est très dans une dynamique où c'est si tu dis pas oui, c'est forcément non, et si c'est non, c'est définitif. Oh ouais, les gars, détendez-vous. Ce qui peut être dangereux aussi dans le cadre d'une recherche de consentement affirmatif, dans le sens où en fait ça peut être oui, mais dans 2 minutes ça peut être non. Oui, c'est ça, totalement. Tu peux te dire ouais, vas-y, on y va, et puis 2 minutes, tu vois l'autre se déshabiller, et t'es en mode mais en fait non. Pour plein de raisons. Mais ouais, on doit vraiment se débarrasser de cette binarité entre le non et le oui, et juste de se dire on est des êtres humains, et ça va, ça vient, et si ça va pas aujourd'hui, ça ira peut-être demain, ou ça ira peut-être autrement. Alors, un truc qui a absolument rien à voir, mais en fait, ça, c'est un nom. C'est l'angle alpha. C'est un truc. Alors, normalement, pour le patronat, etc., l'angle alpha, c'est la différence entre ce que toi, tu veux proposer en tant qu'employé et ce que ton patron veut.
L'angle aphale, plus il est petit, plus ça se passe bien dans une relation de travail. C'est à peu près la même chose aujourd'hui sur le plan émotionnel ou même dans une relation purement sexuelle. C'est de savoir où on se situe sur cet angle alpha. Et être capable de dire non aussi, c'est de dire « Ok, moi, je m'arrête là sur cet angle. Est-ce que toi, tu vas aller jusque-là ou pas ?» Ah oui, pardon. Et c'est ça la question, en fait, c'est de savoir jusqu'à où une personne veut aller et jusqu'à où l'autre personne est capable d'aller. Est-ce que ça peut se limiter à juste boire un coup ? Est-ce que ça peut juste se limiter à tu me fouettes le cul ? Est-ce que ça peut se limiter, il y aura une relation sexuelle ? Est-ce que ça va se limiter à on va avoir une relation plus poussée, kinky, et j'en passe des meilleurs ? Vraiment, en fait, c'est à là où il faut en venir. Et c'est pour ça que c'est bien aussi, comme June a pu le rappeler juste avant, c'est de dire qu'il faut dialoguer, il faut des espaces de dialogue pour que des gens qui ont déjà plus d'expérience sur ce genre de choses, qui l'ont appris de manière organique, parce que ce que je vous dis, ce qui est mis sur le papier, c'est des choses que des gens qui sont dans ces milieux-là connaissent bien depuis très longtemps. Et je connais des personnes, c'est des dominas qui ont 65 ans, elles sont là depuis qu'elles en ont 18. Je peux vous dire, le nom, elles le connaissent très très bien et elles savent exactement là où elles veulent aller et comment l'amener. Et je pense que savoir dire non, ça se pratique, ça se discute avec d'autres personnes. C'est bien aussi quand on sait exactement là où on veut aller, parce qu'un oui sur l'instant T, comme on a pu dire juste avant, c'est pas forcément un oui permanent. Ça peut être un oui qui peut être forcé par beaucoup de choses. Je sais que j'ai des amis qui ont été dans des donjons ou dans des lieux libertins qui ont donné des oui et en fait ils ont été poussés par le lieu, par l'ambiance, alors qu'en fait ils ne voulaient pas et ils se sont trouvés choqués. Donc, je pense que c'est bien d'avoir des espaces de juste discussion sur ces sujets-là. C'est un peu ce qu'on essaye de faire. Sans autre enjeu, en fait. C'est ça. Il n'y a pas... Mon tabou, on en reviendra après un peu, si vous voulez, mais il n'y a pas de cul après. Y a pas de... On ne force pas les gens à relationner, on veut juste que les gens discutent. Mais voilà. Est-ce que, Tomel, que tu as des choses à ajouter sur ta partie, enfin des choses où tu te sentirais frustré de ne pas les dire ? C'est gentil de présenter ça comme ça, merci pour ça. Non, juste 2-3 éléments que je m'étais noté en plus, mais dans la philosophie pro-sex, c'était aussi dépénaliser les fantasmes, faire la différence entre fiction et réalité. Bon, après, voilà, avec, je pense aussi plein de courants différents à l'intérieur et des débats sans fin. Et puis, pouvoir en finir, mais je pense qu'on l'a bien évoqué, finir avec la culpabilité. Et en fait, dans cette idée de ne pas être prescriptif sur une bonne sexualité. C'est quoi une bonne sexualité ? En fait, non. Ça permet de déculpabiliser les gens et de les faire se sentir aptes à trouver ce qui leur correspond et ce qui leur fait du bien, en fait, et puis à expérimenter justement dans ces espaces qui vont être créés. Moi, je le mettrais sous une autre forme, je dirais plutôt dédramatiser. Ah, ouais. Pas déculpabiliser, parce que alors déjà, la culpabilité, souvent, ça a trait aux valeurs morales ou aux valeurs religieuses, et on n'est pas forcément là-dedans. Mais vraiment dédramatiser, c'est se dire je suis hétéro, je suis un mec, c'est pas grave. Je suis dans un trouble et en fait, je sais pas si je suis poli, c'est pas grave. Et un artiste qui avait fait un morceau là-dessus, c'est Edith Preto, qui, pareil, dit exactement la même chose. Il faut dédramatiser. C'est pas grave que tu t'aies pris un coup de bite. C'est pas grave que tu t'es pris un coup de fouet. C'est pas grave que t'as mis un coup de fouet. C'est pas grave que t'as une mauvaise relation qui s'est mal passée. En fait, s'il y a pas l'expérience qui arrive, tu sauras jamais. Et au drame de ne pas l'avoir fait, tu vas rajouter ce sentiment d'avoir raté quelque chose. Et tu vas t'en vouloir. Tout le monde vit ce genre de choses. Genre, c'est juste que les gens n'en parlent pas. Mais la vie est faite d'aventures, parfois de petites sorties de route, un peu honteuses. Du coup, les gens, ils veulent pas en parler, mais tout le monde les vit. Et je pense que si on pouvait casser ce tabou justement autour des sexualités, les gens seraient beaucoup moins affectés en fait par le fait de se prendre un coup de bite ou je sais pas. S'ils savaient que même leurs voisins, ça leur arrive, ce serait beaucoup plus simple pour eux à gérer. On a une amie en commun, Tomel, qui arrêtait pas de dire, je trouve ça fascinant
de se dire que là, on voit des gens et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, ce qui... Pour l'anecdote, du coup, comme je disais, moi j'ai rejoint l'autre lieu alors que je suis pas du tout dans le milieu kinky sur l'île. De base, moi la seule personne que je connaissais du milieu, c'est Eve. Donc voilà. Et en parlant sur mes réseaux sociaux privés, j'ai des potes qui sont venus me voir en mode « Mais c'est trop bien, je savais pas que t'étais là-dedans, moi j'ose pas. » Et en fait, il y a plein de gens qui sont lambda, vraiment les gens que vous croisez dans la rue, peut-être qui se font fouetter le cul en soirée. C'est même fort probable parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et juste, ils ont honte, ils en parlent pas et du coup, il y a un tabou un peu débile sur quelque chose. Alors, je vais prendre un exemple un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme le tabou autour des règles. 50% de la population quasiment a ses règles, mais on n'en parle pas et on met du liquide bleu dans les pubs. Alors que non, faut qu'on arrête de se voiler la face. La sexualité, elle est diverse. Il n'y a pas vraiment de sexualité dissidente ni de sexualité normale. Ça n'existe pas. Tout le monde vit sa sexualité à sa façon. Il faut arrêter de tortiller du cul pour en parler, quoi. Bon, on a déjà du coup très bien parlé de ce sujet, mais du coup, c'est intéressant peut-être de discuter, oui, dans votre association, c'est ça. Comment est-ce que on crée ces espaces de discussion et d'inclusivité et comment ça peut participer à réduire le poids de cette norme. Y a-t-il un médecin à bord? Y a-t-il un médecin à bord? Je pense que le premier taf pour toutes les assos expo, pour tous les podcasts comme ici, et même les gens en général, c'est défoncer la fenêtre d'Overton là-dessus. Il faut vraiment lui mettre des coups de genoux, il faut la casser. Il faut vraiment pas hésiter à parler. Moi, j'ai déjà parlé de ce genre de choses avec des collègues de boulot qui sont pas du tout kinky et qui sont venus me voir en me demandant des conseils sur des choses. Et en fait, si on fait pas ce travail, nous, déjà, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce que les gens veulent aller, ils iront pas venir nous voir. Mais Eve, dis-moi, qu'est-ce que la fenêtre d'Overton? Très bon sujet. Quel duo. Alors bon, la fenêtre d'Overton, c'est une pensée qui dit simplement qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire dans la société et des choses qui peuvent se dire. Notamment si par exemple vous écoutez une chaîne d'infos en continu très raciste, la fenêtre d'Overton, tous les jours ils la défoncent. C'est-à-dire que eux, ils se jettent pas. En disant des choses qui semblaient impossibles à dire, C'est on ça. rend tout d'un coup possible des discours qui avant nous semblaient impossibles. Ce qui a quand même été beaucoup plus, on en parle souvent ces derniers temps, plutôt côté extrême droite et chaîne d'infos continue, mais en fait c'est aussi quelque chose qui, en fait c'est juste un mécanisme qui peut être utilisé. Bon alors l'inventeur de la fenêtre d'Overton pensait pas qu'on puisse influer cette fenêtre, il était juste là, c'est un état, c'est un fait, c'est un état du monde à un moment donné. Il y a des choses qui font sociétalement que ça la pousse d'un côté ou de l'autre, mais on peut pas l'influer, quoi. Mais quand on en parle aussi d'une manière proactive, de se dire en fait si on se met à pas arrêter de parler sur quelque chose qui est tabou, en fait ça va rendre acceptable ce discours, et peut-être des discours plus petits. C'est qu'en fait si on n'arrête pas de parler de BDSM en donjon, peut-être que la personne qui a une levrette claquée, en fait elle va se sentir très normale, je mets des guillemets, mais elle va se dire oui en fait je suis complètement dans la norme, quoi. Alors qu'en fait si ces discours-là plus radicaux n'existent pas, en fait ça ne permet pas à tout ce spectre peut-être des en fait, pour donner une idée, faut pas oublier que la sexualité dans le temps a énormément évolué. Il y a des manuscrits du XVe siècle qui indiquent aux gens comment faire l'amour pour procréer, pour créer des enfants. Vraiment, il y a des règles, c'est des recettes de cuisine, leur truc, pour savoir comment faire un enfant de manière très efficace, et où concrètement la femme elle est couchée sur le dos, le monsieur il rentre en elle, il fait quelques va-et-vient puis il repart. Je pense que la fenêtre d'Overton autour de la sexualité a bien évolué. Si c'est votre sexualité, c'est très bien, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas forcément l'image de la sexualité qu'on se fait en général. Après, ils ont pas totalement tort. C'est vraiment juste le but, c'était de comment faire un bébé. Ça se trouve, comment faire comme ça. Mais après, si on veut juste. Et point très important dans ce manuel, il fallait bien que la femme ait un orgasme, parce qu'on pensait que C'est pas complètement faux. Voilà, mais on pensait en fait que la cyprine
contribuaient. Ça, C'est complètement faux. Mais du coup, au moins, elles avaient des orgasmes. Est-ce que c'est pas un peu une femme qui a écrit, qui a contribué à ajouter ce paragraphe? C'est la papesse Jeanne, je crois. Et ce que je trouve très intéressant, du coup, dans le mouvement Sexpo c'est que du coup, on vient aussi pousser toute l'imaginativité qu'on peut avoir autour de la sexualité. Est-ce que c'est genre un atelier Sexpo, ça peut être se brosser les cheveux, faire de la SMR en vrai. Enfin, ça peut être et que je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette réflexion sur la sensualité et la sexualité, le rapport aux autres, le toucher. Enfin, voilà les kinks où en fait il y a plein de choses qui sont possibles et le rapport à soi. Le rapport à soi aussi est très important. Par exemple, nous, dans les événements qu'on aimerait mettre en place, on aimerait aussi permettre aux gens de s'exprimer au travers de leur style vestimentaire, de leur maquillage, de leur coiffure, leur permettre de se faire prendre en photo dans un côté un petit peu boudoir, parce que on est quand même beaucoup mieux dans sa sexualité quand on est déjà bien dans sa peau. Donc cette confiance en soi, elle va également participer au Sexpo. Donc ça fait partie des choses qu'on aimerait mettre en place, en plus du coup d'ateliers, d'événements qui ne tournent pas autour du cul forcément, mais où les gens peuvent se rencontrer justement dans un cadre safe, où ils savent qu'ils ne vont pas devoir baisser la culotte et juste entretenir des relations, rencontrer des gens et se dire mais en fait ça a vachement bien matché sur le plan humain avec cette personne. Je sais d'emblée qu'elle est un peu dans le même milieu que moi, donc je vais avoir moins d'appréhension à aller lui parler et à aller lui dire salut, ça te dirait pas, on se fait plaisir sur le côté, parce qu'elle est déjà là, donc elle est déjà intéressée par le sujet. Et c'est aussi ça. Et avec aussi toute cette partie, vous en avez parlé, artistique, créative, et ça, je trouve que c'est aussi toute une manière différente et d'explorer son désir, au sens très large du désir, et d'explorer son rapport à soi, au corps. Vous m'avez notamment parlé du fait d'avoir des ateliers de dessin, de modèles de nu, de modèles vivants. C'est ça. Donc, petit fun fact qui est très perso, moi j'ai commencé à explorer ma sexualité donc quand j'étais petite en dessinant des femmes à poil. Bon, j'ai fait mon coming out bi à 21 ans, mais il y avait quelques signes. Il y avait plein de... mais oui, moi j'ai commencé à explorer ma sexualité via le dessin. Moi, je faisais des dessins aussi quand j'étais petite. Ah ouais? Tu faisais des dessins de personnes nues? De gens qui... Enfin, je l'ai pas fait plein de fois, mais à un moment, je me souviens, dans un moment un peu de... Ouais, j'ai fait des dessins de cul. Ah ouais. Incroyable. Ouais. Cette exploration par le dessin, comme quoi, on y est. Hein. Oui, non, mais de toute façon, c'est pour ça que pour nous, c'était important. C'est le côté artistique. Hein. Là, effectivement, on va commencer par des cours de nu. On a 2 professeurs qui ont un niveau incroyable et qui sont déjà prêts et chauds pour faire. Juste une question de logistique et d'agenda. Mais pour moi, ça coulait de source de proposer ce genre de choses. Déjà, comme je l'ai dit, accessible. On va faire des cours de nu je crois, on avait estimé à 7 € le cours. Donc, c'est très cher de faire des cours de nu, donc c'est vraiment pas cher du tout, par contre, votre tarif. Est-ce que j'ai compris? Au musée des Beaux-Arts, ils en faisaient aussi. Oui, mais c'est très cher. Il y a l'école Art Nouveau aussi, je sais pas si vous la connaissez. Ouais. C'est en général, c'est hors de prix parce que en fait, il y a une réalité malheureusement, c'est que dans les milieux queer, il y a énormément de gens qui ont une âme artistique, mais qui sont, de par leurs conditions, précarisés. Parce que socialement, les personnes queer sont généralement plus précaires que les personnes non queer. Et les milieux artistiques sont des milieux bourgeois, disons-le clairement. L'art, avec un grand A, c'est un milieu bourgeois. Si c'est les Beaux-Arts qui organisent des cours de modèles de nu, c'est pas pour rien. Si l'Institut de l'Art Nouveau, tout ça, c'est des institutions artistiques qui vont s'adresser à un public qui a les moyens et dont les personnes queer sont généralement, malheureusement, exclues. Donc nous, on se dit, c'est pas cool, c'est même plutôt très très nul. Donc l'idée, ça va aussi pouvoir être de proposer à notre public, dont on sait qu'il ne roule pas sur l'or, d'avoir quand même accès à ce capital culturel et artistique. Et il n'y a pas qu'un intérêt aussi financier. Déjà, rien que ça, c'est énorme de pouvoir proposer ce genre de service. C'est pas aux Beaux-Arts que tu pourras dessiner quelqu'un qui a le cul suspendu à 4 mètres du sol. C'est pas aux Beaux-Arts que tu pourras faire de la photo, apprendre à faire de la photo sur des gens qui ont des moules cul en latex.
et qui ont comment dire, des garde-robes incroyables où vous pouvez vraiment essayer de faire une photo vraiment intéressante. Plus. On va pas se mentir que le fait d'être sexpo et d'en être là où on en est, parce qu'on sait que toutes les assos sexpo sont pas aussi ouverts que nous, et c'est pas plus mal, il en faut pour tous. C'est pas une critique, mais c'est juste un constat. Ça va nous permettre aussi d'avoir un côté artistique très très libre. Et c'est aussi ce que j'ai vendu aux 2 professeurs, etc. Le prix, ce côté-là libre, c'est quelque chose qui est pas fait ailleurs. C'est peut-être au Beaux-Arts, tu vas avoir une expo Shibari tous les 30 ans, peut-être. Nous, on est partenaire avec une asso de Shibari qui fait ça, qui fait des jams, etc. régulièrement. Les jams, c'est des ateliers où on apprend à l'art des cordes. C'est voilà. ça. Oui, c'est un jargon. C'est vrai, oui. c'est un vrai enjeu Oui. des milieux sexpo au global, comme d'autres collectifs. Et en plus, on est dans une sous-culture, une culture de niche par rapport à pas mal de personnes qui peut-être écoutent le podcast, c'est que ça vient avec son lot d'acronymes, de jargon, de petites, qui est énorme, mais voilà, Jam Et qui rend parfois du coup ce milieu un peu ésotérique. Oui, et qui peut le rendre difficile d'accès, ou en vous entendant, je me dis, il y a, je pense pour une personne qui est vraiment extérieure, mais en même temps intérieure dans se poser des questions, potentiellement être une personne queer, se poser des questions sur sa sexualité, etc. Ou des fois ce jargon, on se dit, oula, en fait, je vais arriver dans un monde merveilleux et étrange en même temps. Soyez rassurés, je ne connais pas le jargon, je suis dans le bureau de cette association. Voilà. Et que du coup, quand vous dites, parce que je l'ai vécu une soirée jeu de société, que discussion, mais avec des personnes qui sont habillées comme il veut, c'est vraiment ça. C'est vraiment une soirée jeu de société. Oui. Vraiment, j'ai joué au dé. Ouais. Moi, j'ai joué à Codename, très classiquement. Voilà. Donc, un jeu collaboratif dans une mine. Enfin, ouais, voilà. Non, mais en soi, c'est une ambiance très bon enfant. On va pas se mentir. Déjà, ça parle beaucoup, ça parle de plein de sujets. Pas forcément kinky, parce que déjà, il faut apprendre à se connaître avant de demander de quelle façon on veut lui fouetter le cul. Ou même juste de quelle façon on peut fouetter le cul de quelqu'un. Oui, de manière générale. Ouais. C'est pas forcément le cas dans d'autres milieux que vous avez. Enfin, j'imagine que dans les milieux libertins, c'est pas forcément. Ça peut être le cas, mais. Alors, dans les milieux libertins, je veux pas forcément me prononcer parce que ça fait un moment que je les ai un peu boudés. Mais dans les milieux BDSM, ce qu'on fait concrètement, ça s'appelle un munch. C'est un meet and lunch. Généralement, le munch, comme nous on le fait, c'est dans des lieux privés, là où les gens peuvent s'exprimer. Il y a beaucoup de munch qui se font dans des bars qui sont pas forcément privatisés, donc autant dire que ça limite beaucoup l'espace de discussion. Et d'expression vestimentaire aussi. Parce que du coup, si on est dans un bar, c'est ce que j'ai... Là, on s'est rencontrés, c'était un munch BDSM qui était dans un bar, et pour le coup, il fallait être très... très subtil sur ses attributs. Oui, alors que justement, nous, on a la chance, comme Eve en parlait tout à l'heure, de travailler avec la Brad Cave. Et donc, les gens qui viennent, ils ont des vestiaires à leur disposition, notamment. Ce qui fait que, on en parlait au tabletop, le dernier tabletop, il y avait des gens en full latex. Ils n'ont pas pris le métro comme ça. Ils sont arrivés et puis ils ont pu se changer. Et puis en repartant, ils se rechangent. Et le monde extérieur, on va dire, n'en saura jamais rien. Et ça offre du coup des bulles un peu hors du monde pour que ces personnes-là puissent se sentir bien également, quoi. Mais donc, généralement, voilà, c'est ça. C'est qu'on a du munch en lieu privé qui est quand même plus amène à s'exprimer, du munch en bar. Moi, j'ai toujours eu un petit souci avec ça, notamment le fait que souvent ça pousse à la consommation. Consommation sur place dans les bars, et c'est pas forcément accessible à tous. Nous, nos events sont à prix libre, donc forcément, on a des gens qui prennent des places à 0 €, et j'en suis très heureux. Parce que ça prouve que c'est des gens qui ne pourraient pas venir autrement. Et on fait ça en auberge espagnole. Donc tout le monde ramène à manger. Il y a généralement, pour tous, il y a du végé, il y a du vegan, il y a du sans gluten. Vraiment, on arrive à avoir quelque chose de très très cool là-dessus. Qui était marqué comme vegan, et ça, merci. Oui. Les milieux sexpo queer sont plus le poids de la norme sur le véganisme. Déjà qu'on est marginalisé, on va pas se mettre à marginaliser les autres, en fait.
Mais voilà, après, il y a tout ce qui se passe en donjon. Là, c'est souvent un peu moins propice à la discussion. Il peut y avoir des cérémonies en donjon. Bon, les cérémonies BDSM, on en fait une ou deux et après, on a un peu vite fait le tour. Ça n'a rien de... Bon, c'est du cérémoniel, il faut aimer. C'est pas mon truc. Mais oui, effectivement, on fait très vite le tour. Il y a des ateliers qui peuvent être faits un peu partout. Notamment, il y a quelques ateliers qui sont faits du côté de Roubaix, si je dis pas de bêtises, à The Place to Kink, qui essaye aussi de faire un travail de débunkisation du BDSM depuis un moment. Oui. Ils font Ce qu'il faut peut-être répéter, c'est que du coup, il y a plein d'espaces différents et que c'est pas pareil d'avoir un espace de jeu, enfin, en tout cas, un atelier de jeu où il peut y avoir de la sensualité, sexualité, et un atelier où on va peindre des nus ou faire des jeux de société où pour le coup, il n'y a pas de sensualité, sexualité. À chaque fois, c'est très clairement indiqué dans quel cadre on se situe, quoi. Oui. Et nous, en soi, c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus pour l'instant. Nous, on essaye déjà d'avoir des espaces d'expression. Sur le côté discussion, création. C'est ça, et permettre des rencontres. Je pense que c'est vraiment l'intention qu'on avait en créant l'autre lieu, c'est de créer des espaces de rencontres où des gens qui, parfois, ont 20 ans de bouteilles dans le BDSM, ont parfois juste envie de se poser quelque part où on ne va pas attendre d'eux de la performance. Et puis, à contrario, des gens qui n'ont jamais été dans ces milieux-là et qui sont curieux et qui sont parfois très intimidés. C'est moins intimidant de se dire je vais participer à une soirée jeu de société que de directement aller dans des trucs très kinky. Ouais. Peut-être que je pourrais conclure là-dessus parce que tu parles de performance et c'est vrai que c'est un enjeu que j'ai eu dans le fait de réduire le poids de cette norme, c'est et trouver des communautés sur Internet, mais où du coup il y a une performance assez forte d'identité parce que bon déjà quand on est marginalisé et que les personnes expriment de l'incompréhension, de l'agressivité et tout, ça donne envie et j'en ai déjà parlé, enfin ça pas donne envie, mais ça crée le fait de potentiellement être dans une performance où on explique comment tout ce qu'on vit c'est super bien, c'est super lumineux et qu'on n'en présente qu'une facette, mais qui du coup parfois semble inaccessible. Et j'en ai parlé dans un épisode que je pensais que même moi avec ce podcast, il y a des moments où j'ai été dans une performance parce que en fait j'ai envie de montrer ces autres modèles, j'ai envie d'élargir cette fenêtre d'Overton, mais que là-dedans il y a quelque chose qui parfois délie de l'autre parce qu'on se dit mais elle peut, mais parce que c'est elle quoi, mais moi c'est pas possible parce que je suis moi, mais parce qu'en fait les réseaux sociaux, internet, on montre qu'une facette de soi et en plus quand on est marginalisé potentiellement on va montrer une facette encore plus lumineuse peut-être de soi ou radicale pour pouvoir avoir son propos. Et dans la vraie vie, je trouve que du coup cette performance elle est moins forte et ça c'est chouette parce qu'on est face à des vrais humains qui du coup ne sont pas à un micro, sont pas dans un réel, n'ont pas quelque chose à défendre, un agenda politique quel qu'il soit, à tous les niveaux. Je parle même de moi à mon niveau de podcast, de proposer des nouveaux modèles et de parler de ma vie, quoi. Mais où parfois je trouvais que du coup ça manquait d'inclusivité au sens de lien entre différents petits cercles où en fait je suis allée un peu dans un petit cercle BDSM et puis j'en ai fait le tour et puis je pense que bientôt j'irai un peu dans un petit cercle polyamoureux parce que j'en ai besoin en ce moment, mais après j'en aurais peut-être aussi fait le tour parce qu'en fait j'ai plein de facettes en moi et que j'ai envie de trouver des lieux qui peut-être me permettent d'exprimer ces facettes et ce qui dans les munchs BDSM où j'ai été, mon enjeu c'était des gens hyper passionnés par le BDSM. Et moi, ça m'intéresse le BDSM, mais autant que plein de mes centres d'intérêt. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des gens qui parlent de leur hyper passion pour les cordes pendant 1 heure. Franchement, ça m'a apporté. Mais c'est juste qu'à un moment donné, du coup, j'en ai fait le tour parce que vu que c'est pas mon hyper passion, quoi, j'en parlais de BDSM comme si on était. Je rigolais toujours que c'était pas plus, pas moins que, je sais pas, être dans un club de fans d'Aveyron ou d'alpinisme. Il y a vraiment ce côté désensionnel, plus pas sensationnel, c'est sensationnel. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Sensationnel. Sensationnel. Qui enlève ce côté sensationnel, performance et tout, mais sensationnel. Voilà, il faut finir cet épisode, je pense. Voilà, ce côté sensationnel, mais qui d'un autre côté, j'étais avec des ultra fans de BDSM, ce qui n'était pas mon côté à moi, quoi. Ah ouais. Vas-y.
Non, allez-y. Moi, là, ça me fait réagir dans le sens où aujourd'hui, nous, on a fait exprès de pas nous catégoriser comme association BDSM. On est vraiment une association expo et en fait, on aimerait bien aussi que les gens se mélangent un peu, qu'ils discutent, qu'ils se découvrent. Et c'est pour ça, on a fait un effort. Je ne crois même pas qu'on a utilisé le mot BDSM une seule fois dans nos communications. Ou alors, ça devait être entre parenthèses. Ouais, voilà. On n'est pas... Justement, parce que comme il y a ce jargon et que malheureusement, quelque part, dans le milieu sexpo, rien que sexpo, c'est sex positivity. Kinky, c'est de l'anglais. Queer, c'est de l'anglais. Oui. Alt, c'est de l'anglais. Donc, je pense qu'on a dû mettre BDSM entre parenthèses quelque part pour les non-anglophones, mais c'est tout. Ouais. On se catégorise pas comme BDSM. J'allais dire du tout aussi. On a des gens qui font du BDSM chez nous. Mais je pense qu'il y a des gens qui font du tricot chez nous aussi. Thomas? Ouais, j'avais juste une question, toujours dans l'idée de ne pas rester frustré et d'avoir parlé de tout. C'est qu'on avait un peu parlé dans la discussion avant l'épisode de pédagogie, de faire de la pédagogie, un peu d'éducation critique, un peu sur les sujets qui touchent à la sexualité globalement. Et c'est vrai qu'une des critiques ou un des points d'alerte quand même qui peut souvent tourner autour des milieux sexpo, en tout cas de cette philosophie-là, c'est de se dire en fait on rend toute pratique consentie et souhaitée, etc. est légitime. Mais du coup, comme nos désirs sont forcément soumis à plein de déterminismes, et notamment, on revient à la société patriarcale, hétéronormative, donc contre laquelle vous luttez. En tout cas contre cette hétéronormativité, mais en attendant, nos désirs, ils sont quand même fondés par ça. Donc, est-ce que l'idée, c'est comment vous gérez cet enjeu-là d'avoir des gens qui viennent avec des désirs qui sont complètement structurés par la société patriarcale, que vous dites légitime, puisque en fait, c'est ce qu'ils désirent, etc. Donc, voilà. Et d'un autre côté, comment on fait évoluer les choses? Comment vous voyez cette dynamique-là, quoi? Pour moi, c'est par la représentation. En vrai, je pense que ça sert pas à grand-chose de parler 12 milliards d'années de toutes les sexualités différentes si on ne les montre pas. Et c'est OK d'avoir des désirs qui sont très hétéronormatifs. Je pense à des désirs très genrés. Typiquement, on va dire, en fait, les femmes vont avoir plutôt tendance à être plutôt soumises dans une relation. Et du coup, en fait, ouais, c'est légitime. Mais en même temps, on se dit, en fait, on aimerait bien que ça puisse évoluer. Voilà, donc, c'est normal. En fait, moi, personnellement, je me sens vraiment très concernée par cette question. Parce que, comme je le disais, je suis une personne sexisée qui suis dans un couple avec un hétéropassing. Vu que je suis une personne apparemment femme, même si je suis non-binaire, en couple avec un homme cis, en couple exclusif, en couple très heureux. Enfin, vraiment, on est en train de suivre le schéma classico-classique du couple hétérosexuel. Et pourtant, je suis une personne queer. Donc moi, parfois, je suis un peu prise dans cette dichotomie de on va reparler de la performance. Ok, certes, je suis queer, mais actuellement, le seul truc queer chez moi, c'est mon éventail arc-en-ciel, d'accord? Mais c'est aussi un travail, du coup, quand on est dans ce milieu-là, de pouvoir se dire mes désirs, même si actuellement sont très hétéronormatifs, sont OK. Mais ça ne m'empêche pas de penser les autres désirs et de me dire que s'ils seront peut-être pas toujours aussi hétéronormatifs, qu'ils l'ont pas toujours forcément été, que c'est aussi OK d'accepter qu'ils l'ont pas toujours été. Et sinon, globalement, je pense qu'on répond à cette question par la représentation et par la rencontre aussi avec des personnes qui vont avoir d'autres sexualités. Typiquement, moi, avant de connaître Eve, j'avais énormément de préjugés sur les milieux kinky. Pour moi, c'était tous des gars de 50 ans qui étaient dans la prédation. J'étais très fermée là-dessus et je me suis rendu compte, du coup, en fréquentant Eve, en fréquentant également ses fréquentations, que pas du tout. C'est pas parce que Eve m'en a parlé, c'est parce que j'ai rencontré des personnes et que j'ai vu de mes propres yeux d'autres types de sexualité, d'autres types de désirs. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est très important, les espaces de rencontre. Je sais pas ce que tu en penses, Eve. Non, mais je suis à 100% d'accord avec toi. En soi, si on veut casser les tabous hétéronormatifs,
on n'a pas d'autre choix que de montrer des couples non hétéronormatifs qui fonctionnent, des trouples et j'en passe des meilleurs. C'est exactement ce que j'avais comme exemple tout à l'heure, les dominats de 60 ans. Et c'est pas un truc classique c'est pas très hétéronormé d'avoir une personne féminine en situation de pouvoir à un âge avancé, on va dire, on va pas se mentir, sur une sexualité qui est plus qu'avancée. C'est une représentation brute, c'est-à-dire, regardez, ça existe. Et le mec de 50 ans qui vient nous voir et qui pense que toutes les femmes c'est des soumises et que il faut que la soumise elle ait 20 ans, ça va lui faire du mal quand il va venir chez nous. Il viendra pas chez nous déjà. Il y a c'est vraiment ce côté, la vraie vie, en fait, c'est pas les clichés qu'on a sur le BDSM, même si statistiquement, j'ai été sur FetLife, oui, il y a plus de femmes soumises et plus d'hommes dominants, mais quand en fait on vient rencontrer les gens, déjà on voit à quel point leur sexualité est plurielle et leur désir aussi, en fait, même si on s'inscrit plus dans quelque chose que dans l'autre, et ça permet aussi de voir... Enfin, la vraie vie est très différente que... Après, je pense qu'il faut quand même rester ancré dans la réalité qui est qu'on vit dans une société patriarcale, hétéronormée. Et ne pas non plus s'auto-flageller parce qu'on répond à l'hétéronormativité. C'est OK. Mais c'est aussi OK de ne pas y répondre. Et puis du coup, j'essaye de conclure cet épisode. Oui. C'est aussi intéressant d'avoir un espace d'expression. On peut se dire, ben oui, peut-être je suis dans mon couple hétéro, assez classique, etc. Mais par exemple, je suis bi, je suis queer, etc. Et ben peut-être qu'il y a un lieu d'expression, d'être photographié de manière kinky, d'être dans des lieux d'échange, d'être dans des lieux artistiques. C'est une manière de vivre cette identité, de vivre la pluralité de ses désirs. Et comme moi, je n'ai pas besoin d'avoir une amoureuse, un amoureux pour être bi, mais peut-être que je peux avoir plein d'espaces d'expression aussi de cette bisexualité. Et du coup, ça en fournit aussi un espace, ce type d'espace. C'est ça. En bref, venez comme vous êtes. On vous accueillera à l'autre lieu, sauf si vous êtes un mec de 50 ans qui veut une soumise de 20 ans. Là, on vous accueillera pas. Je suis pas sûre que ce soit notre... Peut-être que ça peut lui faire de la pédagogie. Faire du chemin, je sais pas. Ouais, on aimerait bien qu'il le fasse avant de venir, honnêtement. Sur la route, en venant. Oui, voilà. Qu'il écoute d'abord votre podcast, après qu'il vienne. Ça, on peut faire. On peut envoyer le podcast. Comment ils appellent ça en marketing, le tunnel de vente? C'est un tunnel de vente, ouais. Totalement. Bon, on peut faire ce tunnel de vente, un podcast, ça marche. Mais du coup, je vous remercie. On mettra toutes les infos sur l'autre lieu en barre d'infos. Sinon, nous, on peut vous retrouver. On mettra aussi votre Insta. On peut nous retrouver aussi sur Insta. On a aussi des Insta personnels, Tomelk et moi. Et puis d'ici la prochaine fois, allez faire des bisous à Lovla aussi. Ah oui, et Lovla évidemment qui revient, mais elle est encore en train de déménager à Nantes et tout, mais vous allez la revoir, Lovla qui est notre 4e chroniqueuse qui n'est pas là ce soir. Et d'ici la prochaine fois, des bisous.